Inspire Studio, le podcast des femmes qui osent, créent et surtout inspirent. Parfois, la vie nous impose un arrêt. Un moment où le corps, les émotions ou l'épuisement nous obligent à ralentir et à regarder autrement ce que l'on est en train de vivre. Avec Adeline, on a parlé résilience incarnée. La curiosité face à l'épreuve, cette capacité à écouter ce qu'il se passe à l'intérieur, à prendre du recul et à accueillir nos émotions plutôt que de les fuir. Ce chemin subtil qui mène à plus de connaissance de soi, plus d'alignement et parfois à une toute nouvelle manière de créer et d'entreprendre. Un épisode pour celles qui sentent que ce qu'elles traversent aujourd'hui pourrait bien devenir un point d'appui pour demain. Et surtout, souviens-toi, ce que tu sais faire mérite d'être entendu. Bonjour Adeline, bienvenue dans le podcast. Bonjour Marine, merci de m'accueillir. Alors, on est ensemble pour parler de sujets à la fois un peu durs, un peu graves, un peu importants, mais avec quand même la légèreté, optimisme et envie de voir les choses de manière positive. Avant qu'on rentre dans le cœur de notre sujet d'aujourd'hui, est-ce que tu peux nous dire qui tu es ? Alors moi je m'appelle Adeline Pasteur. Alors je suis une personne, j'ai 43 ans, je peux commencer par là. On est ensemble aujourd'hui parce que j'ai écrit un livre, mais pour me présenter autrement, je suis quelqu'un qui du coup écrit depuis toujours et qui porte ça en elle. Et c'est vraiment ma méthode de résilience. J'ai je sais pas combien d'onglets ouverts avec des morceaux de texte et de réflexion. J'ai des dossiers où ça s'appelle pensée et puis il y a la date à chaque fois, pensée de telle date, pensée de telle date. Voilà, et je parle même pas de tous les carnets. J'ai tout cela avec moi et parce que je suis aussi passionnée par une chose, on va dire l'amélioration continue de moi-même. Voilà, j'ai vécu une épreuve qui a fait que ça a pris encore plus d'ampleur dans ma vie et que ça a pris encore plus de sens. Mais j'ai toujours été comme ça, hyper curieuse, d'investiguer en moi, de comprendre mon fonctionnement et de pouvoir être de plus en plus alignée, de plus en plus de grandir en fait, de grandir en permanence. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui m'anime énormément. Et qui me fatigue aussi parfois parce que du coup, je suis tout le temps en train de réfléchir à des choses, tout le temps en train de remettre en question ce qu'il y a dans ma vie. Voilà, par ailleurs, je suis entrepreneur, je travaille dans la communication et je suis toujours en train de réfléchir à ce que je veux vendre. Et donc, je griffonne tout ça sur des papiers, des documents. Voilà, c'est toujours comment est-ce que je fais pour être la version la plus aboutie de moi-même. Ouais, quand je dis c'est fatigant, c'est que vraiment, mes amis, des fois, elles doivent se dire oh là là, ça y est, elle est repartie. Parce qu'en fait, il y a toujours un nouveau truc qui me passe dans la tête. Et je sais que, ouais, je suis pas. Je peux être complexe à suivre et en même temps très facile à suivre parce que je l'explique avec une clarté limpide. Et ça fait. Et c'est une passion. Voilà. Et j'ai cette passion de pouvoir le transmettre par mes écrits parce que, voilà, je trouve que j'ai envie de raconter aux autres ce que je parviens à comprendre à travers ce que j'expérimente. Et c'est ce que je fais depuis que je suis en possibilité d'écrire des choses publiques. Merci beaucoup. Justement, pour qu'on comprenne un peu mieux notre sujet du jour ensemble, est-ce que tu peux nous dire peut-être déjà quand même quelques mots sur l'épreuve à laquelle tu as dû faire face et qu'on puisse voilà, aussi appréhender un petit peu le sujet global. Bien sûr. J'ai eu un cancer du sein en 2020, qui est pendant le premier confinement, donc vraiment pas le meilleur des moments. Et j'avais 37 ans à l'époque, ce qui est pas très vieux. Et ce cancer du sein, j'étais la troisième de ma famille, la troisième de ma lignée de femmes à en être touchée. Mais nous n'avons pas de marqueur génétique. Donc, je me suis posé la question, bien sûr, j'ai été accablée. C'était un cancer du sein dit triple négatif, c'est-à-dire il fait partie des plus agressifs. Il y a un protocole, ça ne veut pas dire qu'il est plus difficile à soigner, il y a un protocole qui fonctionne très bien et j'en suis la preuve, mais il est agressif. C'est-à-dire qu'il se développe très très vite et en fait, c'est caractéristique des femmes qui ont généralement moins de 40 ans. On a le triple négatif parce que nos cellules sont en pleine santé, elles sont encore très vivaces et dynamiques, on va dire. Le cancer se démultiplie à vitesse grand V. Du coup, moi, j'ai dû mobiliser beaucoup de ressources intellectuelles, émotionnelles pour faire face à cela. Et notamment me mettre, naturellement, je me suis mise dans une démarche très combative et très relecture personnelle, je vais le dire comme ça. C'est-à-dire que je me suis dit, tu as quelque chose à comprendre de ce qui t'arrive. Peut-être que tu l'as créé, cette maladie, bien malgré toi. Je me culpabilisais pas du tout en me disant ça, je me responsabilisais, ce qui est pas la même chose. Parce que je me suis dit: «Si tu l'as créé malgré toi, ça veut dire que tu as peut-être aussi le pouvoir
de démêler la pelote, c'est-à-dire de revenir en arrière. Et moi, je trouvais ça super optimiste et joyeux de penser que je pouvais agir sur ma guérison au même Mmh. titre que les médecins avec leurs traitements, les opérations et tout ça. Et ça m'a mis vraiment dans une dynamique, une niaque incroyable et un Oui. désir de survivre assez puissant. Et ça m'a ouvert les portes d'une aventure incroyable sur moi-même, sur la compréhension de de la personne que j'étais et qui avait Mmh. pu effectivement me conduire à expérimenter ce cancer parce que finalement, on va en parler, mais je crois qu'il me fallait un truc aussi dur et violent que le cancer Mmh. pour connaître les moteurs dans ma vie et regarder les choses telles qu'elles étaient. Et c'est en cela que je parle du fait que le cancer a presque été une chance dans ma vie. Alors, peut-être juste avant qu'on continue, ceux qui nous écoutent, on en parle quand même avec du recul puisque tu l'as dit, tu as eu ton diagnostic en 2020, maintenant on est en 2025. Voilà, il y a aussi ce recul-là qui prend forme et que peut-être pour les personnes pour qui c'est plus récent, ce cheminement viendra, mais c'est aussi normal, pour les personnes qui seraient en train de vivre ce type de douleur, que ce soit un cancer, une autre typologie de maladie, une autre typologie d'expérience dure à laquelle on peut faire face, tant fait aussi partie du processus de prise de recul et de compréhension de ce que ça peut nous apporter et de ce qu'on peut en ressortir grandi. Donc il faut pas forcément immédiatement vouloir être dans l'apprentissage. Rien que le combat contre ce à quoi on doit faire face à un instant T est déjà bien suffisant. Il faut aussi parfois laisser le temps au temps. Je pense que c'est important de le dire. Voilà, de tout prendre du temps et que effectivement certainement tu n'aurais pas eu le même discours en 2020, en 2022 et aujourd'hui. Tout est un processus carrément. Mais moi je trouvais ça hyper intéressant justement qu'on en discute parce que euh, quand on fait face à quelque chose qui est difficile dans sa vie, on pourrait avoir tendance à se dire bon, ça y est, cette page est terminée. Pour toi, par exemple, je suis en rémission, on tourne la page, j'arrête d'y penser, je passe à autre chose, je fais face à du renouveau dans ma vie et je m'y engage pleinement. Alors que finalement, quand on prend les choses avec recul, discernement et détachement, d'expériences comme ça nous ont appris des choses. Et c'est d'autant plus intéressant d'aller s'en saisir et de pouvoir les utiliser dans notre renouveau qui arrive parce que ça va nous rendre plus forts. Oui, c'est vraiment ça et pour rebondir sur ce que tu disais avant, ça a été, le coup de tonnerre, le drame pour moi et j'ai vécu les choses, de façon très brutale. Oui, c'est complètement normal, mais je dirais qu'en fait, moi, ce qui m'a aidée à l'époque, c'était d'accueillir pleinement cette situation. Accueillir ne signifie pas, renoncer et ne pas lutter. C'est se dire: «OK, c'est là et donc qu'est-ce que je peux faire de ça?» et finalement reprendre son pouvoir personnel par rapport à ce qui nous arrive. Et donc effectivement, oui, c'est un long et lent, mais qui peut aider à se mettre dans une belle démarche parce que ça permet de visualiser la suite après les traitements. Et c'est quand même vraiment aidant quand on est affecté par la chimio, les rayons, les opérations. C'est vraiment très coûteux pour le corps, pour l'esprit. C'est vraiment très dur hein, à vivre. Si on se met pas une petite lumière au bout du tunnel, et qu'on se dit c'est juste, c'est injuste, je vois pas pourquoi ça m'arrive, parce qu'il y a ça aussi, hein, on traverse, ces pensées-là Mmh. nous traversent évidemment. En fait, c'est plus compliqué et moi j'ai trouvé ça plus aidant de me dire: «Tiens, bah, j'ai quelque chose à comprendre», plutôt que juste me dire, «C'est injuste». Effectivement, parce que moi c'était injuste, j'étais la seule de mes copines, de 37 ans, 38 ans à avoir un cancer autour de Mmh. moi, quoi. C'était Ouais. délirant. Je me dis: «Mais pourquoi moi? Pourquoi la foudre s'abat sur moi?» Donc il y a quand même ce truc compliqué et puis en même temps, bah, c'est comment est-ce qu'on peut mobiliser, les choses, comment on peut mobiliser son énergie plutôt qu'à s'en lamenter et ben, Mmh. essayer de s'aider soi-même en et c'est vraiment à notre service quand on fait ça. C'est pas juste une posture pour dire: «Là, j'ai plein de sagesse». Non, c'est vraiment pour s'aider soi-même. C'est ça que j'avais envie de moi, de partager et que je continue à partager aujourd'hui. Avec ce recul, tu dirais que de ces différentes phases, le moment où vraiment tu as appris la nouvelle, dû accueillir la maladie, le moment des traitements où tu es vraiment dans ce combat de je veux gagner, je veux y arriver, et le moment un peu de l'après, de ok, la maladie est derrière moi, je digère, qu'est-ce que j'en fais, vers où je vais. C'est quoi les trois compétences phares que tu arrives à discerner de ces trois phases? Alors le début, c'est vraiment, ce que je disais tout à l'heure, c'est l'accueil. C'est vraiment, Oui.
La petite phrase qui est au tout début de mon livre, c'est une phrase qu'on m'avait un jour griffonnée sur un carton et que j'avais pas comprise à l'époque. C'est accepte la situation telle qu'elle est et elle disparaîtra d'elle-même. C'est ce truc de, c'est pas un lâcher prise, c'est pas tout à fait ça, mais c'est vraiment j'accepte que ce soit là intégralement. Parce que lutter contre l'idée qu'on est malade ou lutter en se disant c'est pas juste comme je disais, en fait, il y a encore trop de violence qu'on met à notre rencontre. Voilà, c'est ok, bon, c'est là. Donc déjà première étape c'est l'accepter. Après, ça n'empêche que, comme le disait un ami, le cancer, tu le traites comme un adversaire contre lequel il faut lutter. C'est-à-dire que tu es prêt. Moi, je disais à Maëlle, je lui disais, OK, je suis prête à entendre ce que tu as à me dire. Tu es là, donc il y a une bonne raison pour que tu sois là. Je veux bien entendre ce que tu as à me dire, je veux bien entendre ce que je dois comprendre. Par contre, il va falloir que tu dégages. C'est pas possible autrement. Et donc ensuite, c'était je dirais que la deuxième compétence, c'était de crever de percer le voile du déni, c'est-à-dire de se regarder soi-même avec vraiment beaucoup de clarté, d'honnêteté. Moi, ce qui m'a aidé, c'est que voilà, bah, du coup, quand on est malade, on ne travaille plus, quelque part, on est un peu dédouané de faire tout un tas de choses, donc on n'a qu'une chose à faire, c'est penser à survivre. Alors, il y a encore un peu le quotidien de la maison, il y a des choses bien sûr, mais globalement, on récupère quand même tout notre temps pour réfléchir à ça. Et moi, quand tout s'est arrêté, j'ai ressenti du soulagement. Je suis quelqu'un qui porte toujours beaucoup de projets et j'avais l'impression que je faisais tout parce que ça me plaisait. Donc là, je me suis dit, bah, clairement, Adeline, est-ce qu'il n'y a pas des choses que tu faisais pour faire plaisir à d'autres? Ou alors pour avoir l'air d'être tel ou tel genre de fille? Ou alors parce que tu culpabilisais, parce que tu voulais répondre à des injonctions réelles ou imaginaires. Et donc ça, c'est s'observer dans tout ce que l'on est, dans tout ce que l'on fait, mais avec vraiment beaucoup d'honnêteté. On peut se faire aider, hein, c'est même conseillé. Bien sûr, je me suis fait aider par un psychothérapeute, mais pas que. Moi, je suis assez friande des disciplines un petit peu très alternatives, et donc je suis allée chercher autour de moi dans les soignants, les accompagnants que j'avais. Qui m'aident à comprendre. Ça peut passer par la kinésiologie, ça passe par le corps, ça peut passer par l'esprit, ça peut passer par tout ce qu'on a envie. La médiumnité pour ceux qui sont, voilà, qui sont friands. Et comme des boussoles, des outils pour comprendre bah, pourquoi ça nous arrive, qu'est-ce qu'on a à apprendre de tout ça. Et puis là, du coup, moi, je me suis lancée dans une enquête et à partir de là, c'était vraiment la compétence qui était de la curiosité, pugnacité, voilà, de comprendre tout ça, de détricoter le schéma. Et voilà, et arriver à la fin, c'était de se dire, OK, d'avoir la sagesse de pas tout vouloir changer tout de suite. Moi, quand je suis arrivée en rémission, je me suis dit, enfin, j'attendais la rémission comme une épiphanie. Je me disais, ça y est, voilà, quand je serai en rémission, j'aurai tout compris et je vais pouvoir tout appliquer. Et ben pas du tout, parce que quand on arrive en rémission, on est plutôt perdu. Et puis après, bah, il y a une phase comme ça, on ne sait plus trop qui on est, quoi. On ne sait plus où on habite. C'est une bataille, en fait. Ouais, ouais, c'est ça. Moi, j'ai presque vécu une crise d'ado. J'ai eu besoin de me dissoudre dans de l'insouciance, des trucs un peu faire la fête. Voilà, j'avais vraiment besoin de me retrouver, de me chercher surtout, et avant que les choses se posent à nouveau et que je puisse prendre le recul. Et c'est à peu près à ce moment-là que j'ai démarré l'écriture de mon livre. Mais oui, du coup, c'est la sagesse de se dire, en fait, on n'est pas arrivé quand on est au bout du chemin, mais par contre, on a initié un processus absolument génial qui déjà nous a fait avancer. Et par contre, il faut maintenir ce processus et continuer à travailler. Ce qui est super, c'est qu'une fois que le déni n'est plus là, une fois qu'on regarde notre vie telle qu'elle est, qu'on se regarde nous tel que l'on est, on peut plus revenir en arrière. Ça ne peut que aller mieux. C'est peut-être que le début du chemin, mais c'est le pas le plus grand à faire, hein, de reconnaître les choses. Et encore une fois, c'est vraiment pas pour se culpabiliser. On est toujours au maximum de ce que l'on est, de ce que l'on fait. On est la victime de nos conditionnements d'enfants, de même des fois de conditionnements transgénérationnels, voire sociétaux. On est la victime de plein de choses, en fait, et on réagit à la vie et à tout ce que la vie nous envoie, bah, comme on peut avec ce qu'on a, quoi. Et sauf que, bah, voilà, si on est un peu fragilisé, moi c'était mon cas, j'étais fragilisée parce que bah, on est peu nombreux à avoir des enfances vraiment équilibrées, heureuses et paisibles. Et du coup, bah, ouf, voilà, moi j'ai compris que j'avais encore une petite fille en moi, voilà, j'avais du dossier, mais un dossier pas possible qui me faisait à réagir avec un prisme complètement qui finalement me conduisait à être sans arrêt en dehors de mes pompes, et sans arrêt
au-delà de ce que je pouvais réellement offrir au monde. Je donnais trop, j'en faisais trop parce qu'il y avait tellement la peur de pas être aimée et de pas être appréciée que c'était absolument horrible. Donc ça, voilà, une fois que je me suis rendu compte que cette petite fille, elle était là, bon, c'était déjà un sacré début. Mais Ouais. il a fallu apprivoiser cette petite fille, reconnaître quand c'est elle qui s'exprime, un travail de toute une vie, hein. Mais avec les années qui vraiment porte ses fruits et quand la conscience est là, c'est vraiment le début de vraiment quelque chose de chouette. Du coup, là, tu nous as parlé de toutes les compétences que tu as pu déceler, avoir développées pendant ces moments-là. Est-ce qu'aujourd'hui, tu arrives à voir les compétences que tu as pu développer pendant cette période qui te servent professionnellement aujourd'hui, que tu peux appliquer, utiliser, continuer de développer aussi, en tout cas, que tu continues à actionner au quotidien? En fait, j'étais déjà entrepreneur avant d'être malade. J'ai fait une petite incursion dans le salariat et pile poil quand je suis tombée malade. Bon voilà, puis maintenant je suis de nouveau entrepreneur. En fait, l'entrepreneur que j'étais avant, Ouais. la maladie n'est plus du tout la même qu'aujourd'hui. Je ne suis plus du tout la même. Du coup, ça m'a vraiment permis de me mettre au centre du dispositif. En fait, avant, je pense que je mettais le travail était toute ma vie, et voire même je mélangeais mon identité professionnelle avec mon identité personnelle. Et du coup, aujourd'hui, le travail est un travail et j'œuvre à réfléchir en permanence à comment je peux contribuer au monde, comment je peux contribuer pour les autres sans m'oublier au passage, et en ayant toujours cette volonté de rester supra-aligné et de pas de nouveau repartir dans les velléités de satisfaire sans arrêt les demandes d'autrui. C'est-à-dire que si on me sollicite pour faire tel ou tel projet ou telle chose, c'est avoir le recul de dire c'est OK ou c'est pas OK. Et j'ai eu l'exemple il y a pas longtemps, il y avait un projet qui était possible pour moi, un gros projet vraiment. Et puis, en fait, il y avait tout mon corps qui disait non. C'est-à-dire que tout mon instinct me disait ça va pas le faire, ça va pas aller. Je sentais arriver les problèmes, je sentais arriver le truc. Mais tu vois, je me suis pas écoutée tout de suite. Alors, j'ai commencé à travailler sur une recommandation stratégique. J'ai avancé dans le projet, mais je suis pas allée trop loin. Mais si tu veux, au bout d'un moment, j'ai senti que la sensation était toujours là. Et en fait, j'ai fini par appeler le client. Je lui dis, écoute, en fait, je vais me désengager. Je ne vais pas te répondre. Je ne vais pas aller au bout de ça. Ça ne va pas. Je le sens pas. Et ça m'a soulagée, pareil, de l'avoir fait. Donc, je dirais que ça, c'est vraiment quelque chose de super important. Ça a remis mes curseurs de stress à zéro et ça a remis mes sensations corporelles, ce qui fait que j'écoute beaucoup plus ce qui se passe en moi. Et quand tu es entrepreneur, il faut vraiment écouter beaucoup plus ce qui se passe en toi. Alors des fois, voilà, c'est pas facile, on est embrouillé par nos peurs, la peur du manque, la peur de tout ça. Globalement, nos sensations, elles en disent long et notre corps nous parle. Et quand on le sent pas, on le sait. Voilà, et il faut pas y aller. Je pense que c'est vraiment ça l'apprentissage numéro un et ce que je pourrais conseiller à qui que ce soit qui est à son compte et qui voilà, qui est dans l'entrepreneuriat, suivre son instinct quand ça le fait pas et quand il y a un truc qui est pas clair, même si on sait pas pourquoi, ne pas y aller. Parce que ça finit toujours par se révéler. J'ai eu le fin mot de l'histoire après. J'ai compris pourquoi ça allait être invivable. Et j'ajouterais même que du coup, dans ce que tu écoutes, c'est à la fois effectivement les signaux que ton corps peut t'envoyer, des crispations, et aussi les émotions, parce que c'est aussi quelque chose que ton corps t'envoie. Si tu ressens, je sais pas, on pourrait envisager un peu du dégoût, voilà, des émotions qu'on pourrait ressentir, c'est dire en fait j'écoute, peu importe ce que mon corps m'envoie, que ce soit quelque chose de plus physique, quelque chose de plus émotionnel ou autre, écoute au global de ses ressentis va nous permettre de un peu faire notre boussole, de nous aiguiller dans le bon chemin. Oui, oui, c'est ça. Voilà, il y a toute la partie, le dégoût, la crainte que ça va pas, un stress comme ça, pas clair. Et puis après, dans la peur, c'est apprendre à distinguer la bonne peur de la mauvaise peur. Ça, c'est pas facile non plus. Parce qu'il y a la peur qui est motivante, où on se dit j'y vais mais j'ai peur, mais parce que je sens que c'est ça qui m'appelle. Et puis la peur où vraiment c'est genre je sens que là vraiment ça va pas être bon pour moi. Voilà. Et oui, écouter ses émotions. C'est un sacré travail et c'est vrai que c'est d'autant plus difficile que parfois, voilà, on a, comme je le disais, ce petit enfant en nous qui a ses propres émotions et qui a tendance à nous faire voir la vie à travers ses lunettes. Et ben, il faut arriver à discerner les émotions du petit enfant et nos vraies émotions d'adultes qui sont valables. On arrive déjà à la fin de notre échange, donc c'est parfait. Mais avant de se quitter, évidemment, il est temps du petit défi. Qu'est-ce que tu veux nous demander de faire? Alors juste dans l'idée de voir clair en soi,
Comme je disais que j'utilisais beaucoup l'écriture, je pourrais lancer le petit défi aux auditrices et auditeurs peut-être de prendre tous les matins un carnet et de faire ce qu'on appelle de l'écriture automatique. On s'en fout du style, on s'en fout de ce que vous avez à raconter. C'est à un moment donné, en fait, juste vous écrivez ce qui vous passe par la tête. Donc en fait, de poser ces émotions et vraiment à la main, j'insiste parce que on serait tenté de taper à l'ordinateur parce que ça va plus vite, mais non, il faut prendre un carnet et écrire. Ça active pas du tout les mêmes zones dans le cerveau. Et c'est pour déposer ce qu'on a dans la tête, déposer ce qui vient, donc les émotions, les angoisses, les peurs, tout ce qu'on peut, et de regarder ce qui ressort. Et souvent, il y a des petites prises de conscience qui se font comme ça. Il y a des déclics. Et si le déclic, il se fait pas pendant qu'on écrit, il va se faire un petit peu plus tard dans la journée. Parce qu'en fait, si on a lâché ce qu'il y avait dans notre cerveau à ce moment-là, et on faut noircir 2-3 pages, enfin, autant qu'on peut, comme on a envie, quoi. Faut pas passer non plus 1000 ans là-dessus. Mais de déverser ce qu'on a envie de déverser. On s'arrête quand on sent que c'est le moment de s'arrêter. Ça laisse plus de place pour réfléchir, pour lire en soi. Et ça, je trouve que c'est un chouette outil et qui est à la portée de tout le monde parce que il n'y a pas d'obligation de résultat. Donc c'est vraiment pour le simple plaisir et de libérer son esprit, son mental. Merci beaucoup Adeline pour ce beau défi. J'espère que ça va en inspirer plus d'un, plus d'une à écouter ses émotions et à trouver plus d'alignement dans son quotidien. Merci d'être venue à mon micro. Merci à toi, Marine. Tu viens d'écouter Elles Inspirent Studio, le podcast des femmes qui osent, créent et surtout inspirent. Et si tu es encore là, c'est peut-être qu'une petite étincelle s'est allumée. Alors faisons-nous un cadeau, partage cet épisode avec une amie, une sœur, une collègue, une femme qui elle aussi a besoin d'entendre que sa voix compte. Abonne-toi, laisse un commentaire, un cœur, parce que c'est comme ça qu'on fait circuler l'audace. Et quand tu auras relevé le petit défi proposé dans cet épisode, viens me le dire, je veux savoir ce que ça a réveillé chez toi. Ta voix compte et tes compétences sont déjà en train de rayonner.